Ici, Tu sais, c'est la Macarena existentielle dans ma tête. Pourquoi j'arrive pas à tout éteindre? on se décomplexait. J'ai eu plusieurs changements de vie, je suis connue pour ça. La vie, On peut pas passer sa vie à tout faire pour ne pas décevoir. J'ai décidé de regarder la vie en me disant: «Elle me veut du bien». Et ben c'est pour ça qu'il y a des gens dont c'est le boulot de réfléchir à ces trucs-là. Hein. Moi, c'est mon boulot parce que ça m'a tellement préoccupée, là où pour d'autres personnes, ils avaient autre chose à foutre. Hein. On raconte ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Hein. C'est que moi, ça m'a tellement pris la tête que j'ai pris le temps de me poser ces questions et que du coup, après, j'en ai fait un métier pour que... transmettre. pour transmettre, faire gagner du temps. Et puis parce que j'aime tellement en parler que du coup, c'est trop bien s'il y a des gens qui ont envie de s'interroger. Alors Diane, dans cet épisode, on va parler du sens de la vie. Gros sujet. Ah oui. Ouais. Non, mais en fait, il y a deux grandes questions existentielles. C'est qui je suis et pourquoi je vis ce que je vis. Ouais. Et ça catalyse, ces deux grandes questions vont catalyser tout. Les névroses, les traumas, les envies, et tout, dans toutes les sphères de la vie, de ton couple, de ton rapport à la bouffe, avec ta famille, vie professionnelle et tout. Question que tu te poses quand t'es ado, en fait, tu vois, c'est qui je suis. Et moi, c'est une question qui m'a obsédée. Et je suis allée partout. Hein. Je suis allée du côté de la religion, de la spiritualité, du développement personnel. Et en fait, il m'est arrivé un truc d'un bon sens éblouissant. Où en fait, j'ai compris que tant que je cherchais ma place dans la vie, à quoi sert la vie, quelle est ma mission, je continuais à développer une approche où la vie serait quelque chose à l'extérieur de moi, qu'il me faudrait rejoindre en trouvant une mission, qu'il me faudrait aborder en y trouvant ma place, et toujours un truc à l'extérieur de moi. Alors que je comprenais bien que les émotions qui me traversent, de pas me sentir à ma place, de me sentir anxieuse ou stressée ou parfois extrêmement joyeuse, exaltée, ça me montrait bien qu'en fait, il y avait tout un monde émotionnel qui me faisait projeter sur l'extérieur des choses qui me sont totalement propres. Donc on va développer. En fait, l'idée là, à travers cet épisode, surtout qu'on a fait un épisode sur l'argent où on a bien vu que voilà, l'argent qui est un truc extrêmement matériel et tout, on a vu qu'il y avait quand même une notion énergétique et qu'il ne faut pas être New Age ou complètement barjot pour aborder que tu l'appelles comme tu veux. Énergétique pour moi, c'est qu'il existe des choses qui ne sont pas palpables physiquement, mais qu'on peut ressentir, qui sont palpables émotionnellement, et qui donnent des sensations, qui donnent des impressions. Et ce n'est pas parce que ça n'existe pas de façon concrète, matérialisée, que ça n'existe pas du tout. D'accord ? Et il y a eu pour moi une approche qui m'a permis d'être beaucoup plus tolérant avec les autres, beaucoup plus tolérant avec moi-même, beaucoup plus apaisé sur le sens de la vie. C'était de réintégrer cette notion de la vie à l'intérieur de moi, de me redonner du pouvoir créateur, de la singularité, et par la même occasion, de la redonner aux autres, en leur redonnant aussi leur responsabilité et leur liberté d'être. Et le cheminement intellectuel, on va essayer de le faire de façon concrète et simple. Le monde, ou la vie avec un grand V, si tu penses que c'est un truc extérieur à toi, tu penses que c'est un truc neutre. Tu penses que toi et moi, là maintenant, on est en train d'observer, il y a une petite fenêtre à côté de nous, parce qu'on est ensemble pour cet épisode. Bonheur quand même. Parce que normalement, j'étais en Crète et toi à Paris. Donc tu vois, regarde, on observe par la fenêtre, on pense que voilà, toi et moi, on est en train d'observer le monde, que c'est un truc neutre et qu'on observe la même chose. Sauf que ce qu'on ressent au moment où on est en train d'observer là par la fenêtre, c'est pas la même chose. Ce que tu vas ressentir, ce que je vais ressentir, n'est pas la même chose. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, le truc, c'est ouf. On fait l'expérience du monde et de la vie, qui n'est pas une expérience neutre. On fait l'expérience de ce qu'on ressent du monde qu'on observe
et de la vie. D'accord ? C'est simple et c'est assez du bon sens. Sauf que, comme la majorité des gens continuent à penser et à croire que la vie est extérieure à eux, il existe une deuxième règle très intéressante. C'est que on va me dire, Diane, mais donne-moi la preuve de ce que tu dis sur l'énergie, sur que la vie est à l'intérieur de nous. Sauf que là où, en fait, c'est compliqué la preuve, c'est que il existe un phénomène universel chez tous les humains, c'est que tout ce que chacun croit devient vrai. Donc, quelqu'un qui pense que ça n'existe pas, l'énergie, Dieu, ça n'existe pas. Quelqu'un qui pense que ça existe, ça existe. Et là où la vie est très intéressante, et continuez à écouter parce que vous allez comprendre, ça va venir d'un coup, c'est qu'en fait, si tout ce que chacun croit devient vrai, c'est parce que la vie va vous renvoyer en permanence les vérités que vous portez avec vous sur la vie. La personne qui ne croit pas en Dieu va passer une vie où en fait tout va lui apporter la preuve que Dieu n'existe pas. La personne qui croit en Dieu, toute sa vie vécue, de l'expérience vécue de la vie, va lui apporter la preuve que Dieu existe, puisque elle aura une prédisposition à voir dans des événements des synchronicités, une prédisposition dans ses liens sociaux à voir de l'empathie, de l'entraide, et puis toute une histoire aussi autour de la création, de notions de bien et mal, d'être une bonne personne. Je veux dire, ça implique. D'accord ? Il n'y a pas une réalité plus grande que nous. Il n'y a pas un monde neutre où tu as des gens qui ont compris les règles du jeu et qui arrivent à avoir amour, gloire et beauté dans la même vie, et puis ceux qui n'ont pas compris et qui du coup ratent leur vie, et ils n'ont pas réussi à faire ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas une vie à l'extérieur de soi ou un monde neutre. Il n'y a pas une réalité plus grande que nous, une dure réalité de la vie. Il y a nous, chacun, à notre échelle, à notre image, avec notre personnalité, qui créons la réalité dans laquelle nous vivons. Et on peut prendre une métaphore, c'est comme si tu veux, on aborde tous le réel à travers un champ de perception émotionnelle. Je te fais un truc plus simple parce que ça devient... Imagine, on a chacune des lunettes. Tu vois, je te disais, viens, on regarde par la fenêtre. On pourrait penser qu'on observe un truc neutre pareil, mais c'est pas vrai. On a chacune une paire de lunettes pour regarder par la fenêtre, et cette paire de lunettes a le filtre de notre histoire, de nos conditionnements, de notre identité, puisque chacun de nous va se définir, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, moi je suis ça. Tu vois, nous ne sommes pas pareils. Avec son tout, ce qu'il compose, ouais. Nous ne sommes pas pareils, et du coup notre façon d'observer le réel n'est pas le même. Ce qui, quand tu fais cet exercice intellectuel, tu comprends que du coup, tout se joue à l'intérieur de soi, et pour tout le monde. Si on prend cette métaphore des lunettes avec cette espèce de filtre, c'est comme si nous posions tous et tous un filtre sur la réalité qu'on observe. Si on allait un peu plus loin, mais ça va partir loin, ça voudrait dire que il n'existe pas de façon de s'exprimer ou d'observer les choses en dehors de soi et dans ce qu'on ressent. Ça voudrait dire que même quelqu'un qui se mettrait à poser une question comme ça, ou qui dirait « les gens, moi j'en ai marre parce qu'il y a les gens qui pensent ça », ou... En fait, on ne parle que de soi tout le temps. On ne parle que de soi tout le temps. Et moi j'adore quand les gens disent « les gens », tu sais qu'en fait derrière les gens, la personne te parle d'elle-même. Ouais. Voilà. Mais il faut faire le chemin pour le comprendre. Et le comprendre, ça ne te place pas au-dessus des gens. Au contraire,
Ça te ramène à ça te ramène, oui. En fait, toi, tu te reconnais dans ta singularité, mais tu reconnais aussi l'autre. Et c'est là que peut se créer vraiment un sentiment d'appartenance. D'appartenance où, en fait, tu trouves ta place. Ta place, c'est être toi, faire l'expérience d'une vie où tu t'exprimes, où tu laisses l'autre s'exprimer lui aussi et faire l'expérience d'être lui-même. Donc t'es plus à essayer de trouver ta place dans la vie, un truc à l'extérieur de toi. Tu sens que t'es à ta juste place avec ta singularité. Mais j'ai un exemple qui pourrait être plus parlant et que j'utilise en séance, justement, pour amener, tu vois, sur cette notion qu'on porterait tous des lunettes avec ce filtre à travers, on regarderait la vie. Et avec cet exemple de dire, tu vois, tu as une personne qui va regarder une scène d'apparence neutre et qui va dire, oh, regarde, c'est dégueulasse, ce qui se passe. Non, en fait, elle va trouver ça dégueulasse au regard du filtre qu'elle a sur ses lunettes. Et je vais te prendre l'exemple de Marie et de Laura. C'est une petite histoire. Alors, Marie, c'est la 4e d'une famille, c'est la petite dernière, et pas de bol pour elle, c'est une fille. C'est-à-dire que le papa, il avait eu 3 filles. Il a demandé à la maman de se remotiver 8 ans plus tard, parce qu'entre le 3e et le 4e, il y a 8 ans d'écart, pour qu'on essaye de faire un petit garçon. Marie manque de peau, c'est une fille. Elle ne trouvera jamais sa place dans sa famille, problème avec sa féminité, elle n'a pas été le petit garçon, elle arrive en plus... ils sont tous partis de la maison au moment où elle a 10 ans. Décalage d'âge. Tu vois, décalage, abandon, rejet, elle ne se sent pas bien. Ça, c'est Marie. Laura, elle est fille unique dans un couple d'expats. Le mec est diplomate et la nana, elle est traductrice. Laura, elle a voyagé, on lui a toujours dit que tout était plutôt possible, elle est assez sociable et tout, mais elle a quand même intégré un truc un peu masculin de réussite, et comme elle a beaucoup voyagé et tout, elle avait envie plus tard d'être dans une grosse entreprise. Marie et Laura vont se retrouver dans la même entreprise, grosse entreprise de la défense, et c'est les 30 ans de l'entreprise, d'accord ? Et il y a une petite fête. On va les faire arriver en décalé, mais au même événement. D'accord ? Marie, la 4e, qui n'était pas une petite fille et tout. Elle arrive. Au moment où elle passe la porte, tout le monde est en train de rigoler. Elle arrive, tout le monde est déjà assis parce qu'elle est un petit peu en retard. Il n'y a pas de chaise pour elle. D'accord ? Marie, elle va se taper une crise d'angoisse. Tout le monde est en train de rigoler. On rigole d'elle. Elle avait en plus essayé de mettre une jolie robe alors qu'elle n'est pas très à l'aise avec son corps pour être bien et tout. Il n'y a pas de chaise. Elle se dit que, encore une fois, on pense pas à elle, il n'y a pas sa place et tout. Angoisse totale. Laura, elle arrive après. Tout le monde est en train de se marrer. Elle se marre aussi. Elle arrive, elle dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Comment ça va ? Et tout. Elle parle avec un serveur à côté en disant, tu peux me trouver une chaise et tout. Elle fait du lien. Elle n'a pas de problème de rejet. Elle s'assoit, ils discutent et tout. Ces 2 femmes vont rentrer chez elles. Et ça montre à quel point ça touche toutes les sphères. Parce qu'elles vont toutes les 2 rentrer avec ce réel, mais qui va même arriver dans leur sphère intime. Donc, ma petite Marie, qui s'est sentie rejetée, abandonnée, horrible, et qui a fait des crises d'angoisse là pendant toute la soirée, elle rentre auprès de son mec, qui la connaît, qui est habitué à ces crises d'angoisse, qu'elle n'a pas choisi par hasard. Le mec, il va l'écouter, il dit, alors, cette soirée, c'était comment ? Ah non, mais de toute façon, j'aurais pas dû mettre cette robe, c'était une cata. En plus, je me sens pas intégrée, ça va pas, nanana. Le mec, il fait, mais alors, et qui en parle, et ils en parlent, et ils en parlent. Ils ne vont ni faire l'amour, ni regarder un film, rien, d'accord ? Laura, elle rentre. Son mec lui dit, alors, ça s'est passé comment ? Qu'est-ce qu'elle va dire ? La bouffe était pas top, la musique un peu merdique, mais écoute, dans l'ensemble, c'était sympa. Et toi ? C'était comment ta soirée ? Qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et demain, on fait quoi ? Passe à autre chose. Voilà. Donc,
tu as deux femmes qui ont vécu la même... Si la vie était un truc extérieur de soi, si le monde était si neutre, comment on pourrait expliquer à quel point dans le champ émotionnel, ça ne s'est absolument pas vécu de la même façon. Et c'est ce que je disais au début du podcast, c'est une règle qu'il faut toujours avoir en tête. Tout ce que chacun croit devient vrai. C'est-à-dire que Marie, elle se retrouve à vivre la vie de ses croyances. Et elle va projeter toute sa vie jusqu'à faire un travail sur elle-même, de comprendre par quoi elle est conditionnée, comment s'est construite son identité. Elle va reproduire à l'infini des situations de rejet, d'abandon, de dépendance affective avec son partenaire, parce qu'elle va prendre pour vrai tout ce qu'elle projette. Et on a l'exemple avec Laura, qui doit avoir d'autres traumatismes, mais qui, dans cette situation, ne se sont pas posés. N'a pas été impacté. Ça n'a pas été impacté. Et tu vois bien la différence aussi quand elle rentre chez elle, de la disposition qu'elle a à pouvoir s'intéresser à l'autre. L'ouverture, ouais. Oui, parce que la douleur et la souffrance enferment. Et elle enferme pourquoi ? Parce qu'elle est répétitive. Marie, elle va passer encore beaucoup de moments comme ça, parce que ce qu'elle projette émotionnellement, les lunettes qu'elle a, son filtre, c'est « on va m'abandonner, je n'ai pas ma place, on va me rejeter ». Et donc comme elle a ce filtre-là pour observer la vie va lui filer en permanence des situations, des exemples. Des situations à vivre et à revivre. Et même quand elle rentre chez elle, finalement, elle prolonge le truc, quoi. Exactement. Et j'ai un autre exemple avec un gars pour qui, tu vois, un sentiment d'insécurité de ouf, tu vois. Paris, c'est la jungle, tout le monde est devenu complètement taré, on peut se faire poignarder et violer à n'importe quel coin de rue et tout. Très sombre. Très sombre, d'accord ? Sauf que le gars, on lui sert... La vie lui sert. Alors, chez les gens un peu plus énergétiques, on dit, voilà, ce que tu vibres, tu vois. Tu le reçois. Voilà, tout ce que j'envoie, tout ce que je vibre, je vais le vivre, tu vois. Mais moi, j'aime toujours approcher les choses de façon beaucoup plus pragmatique et concrète. Regarde le gars qui pense ça, voilà. Ça veut dire que le gars, il va se balader dans la rue, il appréhende tellement l'agression, donc que sa femme... elle se fasse mater ou qu'il y a un problème ou ceci, qu'il a une façon aussi de regarder tous les hommes qui vont passer à côté. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et plus, il a le regard fermé, noir. Donc, en fait, il ne se rend pas compte que avec son comportement défensif, il crée l'attaque. Et du coup, t'as un gars qui va passer, qui va faire « Mais pourquoi tu me regardes comme ça ? C'est quoi ton problème ?» Et cet homme-là va se dire « Putain, j'en étais sûre. Qu'est-ce que tu veux ? Et donc, il va provoquer une altercation parce que... Ouais. Il va pas être dans l'optique... Non, parce qu'en fait, parce qu'on a besoin en permanence de valider ce qu'on croit. Et dans le prochain épisode, parce que c'était quand même une espèce d'épilogue sur... tout ça vient de notre identité. Comment notre identité s'est construite. Et le personnage... qu'on a. C'est-à-dire que j'ai pris la métaphore des lunettes, mais... derrière les lunettes, quoi. Voilà. Mais en fait, c'est toute la personae, en fait, c'est tout le masque social qu'on a et qui nous fait nous présenter au monde et à un moment donné, en plus, nous sentir complètement enfermés dans notre personnage. C'est ça qu'il y a des gens qui vont me dire « Je souffre du syndrome de l'imposteur ». Le syndrome de l'imposteur, il n'est pas que chez les entrepreneurs. Qu'on perd de se faire griller parce qu'ils ne vont pas être compétents sur un truc, parce qu'ils doivent manager des équipes. Le syndrome de l'imposteur, il se rencontre dans des sphères très intimes où les gens ont peur, et ils le disent, ils comprennent pas pourquoi ils ont peur d'être démasqués. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et l'identité, c'est-à-dire qui je suis, quelle est ma place. Donc là, on a vu cette notion de place à trouver et d'alléger un peu.
J'ai pas envie que les gens soient un peu plus paumés qu'avant de m'écouter, mais je pense que ça va faire des espaces de respiration en fait. Ils vont pouvoir se réapproprier et puis surtout regarder leurs partenaires, regarder leurs enfants, regarder leurs parents, en se disant mais en fait on est tous fuckés de la tête, on fait tous comme on peut et on observe tous la vie au travers d'un ressenti émotionnel et de certains traumas vécus qui nous ont fait penser que le monde était tel qu'on croyait qu'il était. Tout ce que chacun croit devient vrai, donc fais attention à tes perceptions, à tes croyances. Mais à ce que tu crois. Si tu crois que la ta vie... vision de la vie, ouais. Moi, quand j'étais petite, on m'a mis dans la tête que la vie était un bâton de merde avec des petites gouttes de miel. Et j'ai été élevée... mais parce que j'ai été élevée par des parents qui eux-mêmes avaient été élevés par des parents qui avaient vécu la guerre. Ah oui. Donc si tu veux, et pareil, il faut aller travailler dur, le mérite, c'était quoi, faut souffrir pour réussir. Ça doit se faire dans la douleur, c'est pas. Voilà, donc tout ça. Les valeurs des choses. Ouais, voilà, donc tout ça, tu vois que c'est un système de croyance, mais si on reprend la règle, hein, vous allez pouvoir y penser toute la journée ou la soirée là pendant cet épisode. Si tout ce que chacun croit devient vrai. Et je vous ai donné l'exemple aussi de la pauvre petite Marie qui s'est sentie rejetée, abandonnée. Bah, si la vie est un bâton de merde, si la vie est difficile, mais la vie, comme tu dis, elle ne va te renvoyer que des expériences à vivre pour valider ce que tu crois. Ouais. Je prends aussi l'exemple d'une nana que j'ai eue, extrêmement... c'est une guerrière, d'accord ? Un super job... elle a monté son entreprise, elle a des salariés, machin. La meuf est une guerrière, une survivante, elle y va, voilà. Elle se retrouve dans un divorce compliqué, mais elle survit. Mais si t'as une mentalité comme ça de guerrière, la vie va t'amener des combats à gagner. Sinon, ton personnage y tient plus. Comment tu peux être une guerrière s'il n'y a plus de combats à mener ? Si t'es une survivaliste, t'as survécu, t'as survécu à une enfance de merde, t'as survécu à un papa qui t'a tapé dessus, ou t'as survécu à... Alors, pour que ton personnage y continue à tenir, il faut que la vie t'amène des épreuves à vivre où tu survis. Et alors là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est quand de toi-même, tu te fous dans des situations de merde pour pouvoir te prouver que tu peux t'en sortir. Ouais. Tu vois ? Et ça, moi, dans mon métier, c'est ce que j'observe. Quand je dis que je fais une approche de coaching-thérapie, c'est qu'on est obligé de passer à un moment donné par la partie thérapie, où les gens sont mis face à leur schéma répétitif. Et alors qu'ils sont dans la souffrance, t'es obligé d'ouvrir le truc en leur disant « Ok, je vais te proposer un truc un peu spécial, mais moi je te dis qu'il y a un bénéfice secondaire en fait là-dedans. Tu me dis que tu souffres, que t'en as marre, que tu tombes que sur des connards, que sur des pervers narcissiques, ou qu'à chaque fois tu te fais virer de ton boulot, ou qu'à chaque fois tu tombes sur un N+1 qui te harcèle, ou à chaque fois avec tes collègues ça se passe pas bien. Ok, en fait, est-ce qu'on peut aller dans l'idée qu'en fait le lien entre tout ça, déjà c'est toi. Une fois qu'on a posé que le lien entre tout ça, c'est toi. Tu me dis que tu souffres, que tu es rejeté, que ceci. Mais on ne peut pas vivre en permanence un degré de souffrance tel. En fait, c'est pas possible. Humainement, la nature humaine, elle est tellement bien faite que si le truc reste, c'est qu'il y a un bénéfice. Il peut être inconscient et tout, mais il y a forcément un bénéfice. Et donc, cette personne qui... rejoue la souffrance et tout, mais son bénéfice, c'est de tenir son personnage. Ouais. Le personnage je t'ai dit, soit la femme qui est une combative, donc il lui faut ses combats, un mec qui survit à tout, donc il faut bien être dans un état de semi-précarité en permanence pour pouvoir se prouver qu'on peut s'en sortir, ou comme le mec... le gars qui s'engage pas, tu vois, hyper indépendant, qui s'engage pas et tout. Mais le gars hyper indépendant qui s'engage pas et qui va te faire croire dans son personnage qu'en fait il a besoin de personne, que ceci, que cela. Mais c'est que juste le gars il a tellement peur qu'on l'abandonne. Tellement peur en fait de dire à la meuf ok je t'épouse, tu me quitteras jamais, ok je t'épouse. L'idée
d'être abandonné fait que le gars, il a construit tout un personnage de « moi, j'ai besoin de rien, j'ai besoin de personne, c'est bon ». Et voilà, et derrière chaque chose qu'on vit et qui se répète et qui nous font mal, bon, bah, il y a la chance de pouvoir découvrir quel est le personnage voilà, d'identité. Et puis après, c'est infini, parce que moi, je le vois, encore une fois, je le vois en séance, je voudrais être acteur de ma vie. J'ai l'impression d'être spectateur de ma vie. Il suffit d'écouter les gens et le vocabulaire qu'ils emploient. C'est-à-dire, tu vois le truc, spectateur, acteur de ma vie. Donc là, pour ceux qui nous écoutent, quand il y a ce sentiment comme ça de... il faut mettre les choses en perspective. Acteur de ma vie, spectateur de ma vie, mais du coup, alors la vie, c'est quoi ? Le ramener à soi. Acteur, spectateur, mais ça veut dire, du coup, mon personnage, c'est quoi ? Et c'est pas pour que les gens soient complètement paumés que je leur propose cette approche. C'est juste parce que on est rempli de concepts à la con, qui permet à tout le monde de tenir son personnage, de consommer ce qu'il y a à consommer. En fait, dites-vous, pour vous décomplexer un peu la vie, voilà, on a vu certaines notions sur la vie, sur le personnage. On développera le personnage plus dans un autre épisode, mais on est tous fuckés de la tête. C'est comme ça. Et même ton N+1 qui te terrorise, même ton père qui a eu comme ça cette aura, cette figure, même ta maîtresse là qui t'a traumatisé, même le mec que tu regardes avec des grands yeux et tu te sens pas à la hauteur. On est tous fuckés de la tête. C'est-à-dire que tout le monde bricole, tout le monde fait comme il peut, et quand tu l'as compris, ça fait trop du bien, parce que tu te connectes tellement plus facilement à ta vérité, quoi. Aux autres. Parce que ta vérité, pour vivre avec ta vérité, toi, je te fous tout seul, t'as envie de te buter. C'est chercher sa place, chercher qui on est. C'est toujours une façon de trouver une façon d'aller vers l'autre pour être aimé. C'est toujours la même chose. C'est comment je fais pour recevoir de l'amour et en donner. Et ce truc à la con qu'on a toujours entendu, ça commence par l'amour de soi. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans cet épisode, sans commencer la phrase par aimez-vous. Et ensuite, aimez-vous les uns les autres. Parce que sinon, ça aurait été un petit peu difficile. Mais je pense que c'est ça, la conclusion. Faut se faire du bien. Choisis tes croyances. L'important, c'est de te faire du bien. C'est tout. Ouais. Et si maintenant tu te lançais dans l'aventure de te redécouvrir, de plonger dans ta propre vie avec audace et légèreté? Je t'invite à te rendre sur le site de Diane, dianemarty.com. Tu pourras ainsi découvrir sa séance signature, la séance vocation, ou faire un appel boost pour te remotiver et dénouer les conflits que tu rencontres dans ton quotidien. Et surtout, n'oublie pas, il n'est jamais trop tard pour se décomplexer la vie.